La chaire Prévention, Vaccination et Contrôle de l'infection de l'Université Jean Monnet et le service d'infectiologie du CHU de Saint-Étienne vous proposent une nouvelle émission santé dédiée à la prévention des infections destinée au grand public. Bonjour à tous, à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, on vous donne quelques conseils pour vous protéger avec le docteur Émilie Mayer et le professeur Amandine Gagnon-Brunon, toutes les deux infectiologues au CHU de Saint-Étienne. Alors déjà, pourquoi en 2024, cela reste toujours d'actualité de présenter les moyens de prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH ? Bonjour. Alors c'est toujours d'actualité parce que on observe ces dernières années une augmentation importante des infections sexuellement transmissibles, notamment à gonocoque, chlamydia et syphilis dans toute l'Europe. Ces infections sont parfois difficiles à traiter avec de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Ce qu'on peut penser, c'est que les gens ont moins peur qu'avant, se protègent un peu moins bien, et donc les nouvelles infections par le VIH, après avoir beaucoup diminué, ont arrêté de diminuer, donc c'est aussi pour ça que c'est toujours d'actualité. Et de quoi parle-t-on quand on parle d'IST ? Alors effectivement, il y a quelques années, on parlait de maladies sexuellement transmissibles et en fait, on préfère maintenant le terme d'infection sexuellement transmissible tout simplement parce que certaines sont totalement asymptomatiques et si on n'a pas de symptômes, on n'est pas vraiment malade. Et le VIH finalement n'est pas la seule infection sexuellement transmissible et on va les classer en fonction de leur type. Vous avez les infections virales, donc liées à des virus. La plus fréquente, finalement, c'est l'infection à HPV, Human Papillomavirus, donc les papillomavirus humains, dont certains sont responsables des verrues génitales et d'autres peuvent entraîner plusieurs années plus tard des lésions précancéreuses et cancéreuses, notamment du col de l'utérus, du canal anal et même certains cancers de la sphère ORL, donc c'est-à-dire essentiellement de la bouche. Enfin, le virus de l'hépatite B, qui peut être également prévenu par la vaccination, est un virus transmis par voie sexuelle. Le Mpox, qui était apparu dans des épidémies en 2022 en France et qui fait un peu reparler de lui avec l'émergence d'épidémies assez importantes, notamment en Afrique. D'autres virus peuvent également être transmis par voie sexuelle, c'est le cas du virus de l'hépatite C, mais également du cytomégalovirus qui, lui, peut être responsable notamment chez la femme enceinte d'une transmission materno-fétale et donc d'un risque de handicap chez le nouveau-né. Parmi les infections bactériennes, on peut retenir les infections à gonocoque, qui sont responsables souvent d'infections génitales, les urétrites, c'est-à-dire un écoulement purulent au niveau de la verge, des cervicites, des inflammations du col de l'utérus, également les chlamydia, qui peuvent donner le même type d'infection, et également les chlamydia sont responsables de stérilité, notamment de stérilité par obstruction des trompes. C'est souvent d'ailleurs des infections peu symptomatiques chez les femmes et la syphilis. Il existe aussi des infections génitales, on va dire soit fongiques, soit parasitaires, mais qui sont quand même beaucoup moins fréquentes. Et comment se protéger et protéger les autres ? Alors, très bonne question. La première chose, c'est se faire dépister régulièrement et notamment lors de situations qu'on appelle à risque, c'est-à-dire de rapports soit multipartenaires, soit non protégés. Pourquoi se faire dépister régulièrement ? C'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité de ces infections ont des moyens de prévention efficaces et de traitement efficaces. Et notamment, si on parle du VIH, et on va en parler plus amplement tout à l'heure, on a 3 moyens très efficaces qui sont la PrEP, le TPE et le TASP, et on vous détaillera plus tard ce que ça signifie. Le préservatif est toujours d'actualité puisque c'est le moyen le plus efficace de se protéger du gonocoque, des chlamydia, de la syphilis et du VIH, mais il ne protège pas à 100% de toutes les IST et notamment pas du papillomavirus pour lequel il y a un vaccin qui est lui très efficace et raison pour laquelle on vaccine les jeunes gens. La vaccination aussi contre l'hépatite B qui fait partie du carnet vaccinal obligatoire en France et si jamais quelqu'un n'a pas été vacciné, c'est une invitation à se faire vacciner et la vaccination contre le Mpox qui est réservée à des cas particuliers de personnes qui ont des expositions particulièrement à risque. Quand et comment faire un dépistage du VIH et des IST ?
Alors effectivement, comme Émilie le disait, si on a pris un risque, un rapport sexuel non protégé, c'est intéressant de se faire dépister assez rapidement. Lorsqu'on a des relations avec de multiples partenaires, lorsqu'on a un nouveau partenaire, et puis tout particulièrement une population chez laquelle il faut faire attention, ce sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, et notamment quand ils ont des partenaires multiples. Ils sont invités maintenant à se faire dépister tous les 3 mois de manière assez systématique. Bien entendu, on peut se faire dépister dès qu'on a des symptômes, donc on a dit un écoulement purulent au niveau de la verge, des douleurs au moment des rapports sexuels notamment, et on peut réaliser ce dépistage dans les CEGID, le nouveau nom, entre guillemets, alors nouveau nom depuis maintenant plusieurs années, des centres de dépistage anonymes et gratuits. Désormais, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle au labo sans ordonnance, c'est-à-dire qu'on peut aller en laboratoire d'analyse médicale se faire dépister contre le VIH et les IST sans aucune difficulté. Certaines associations, comme l'ENIPS, peuvent proposer des séances de dépistage, des centres de santé communautaires et de santé sexuelle. On peut parfois, avec le CEGID, proposer du dépistage dit hors les murs, hein, c'est-à-dire que on va dans les lieux de rencontre, on va dans certains établissements, par exemple on va à l'université. Donc il y a des tas de dispositifs et des tas d'occasions de se faire dépister. Alors pour le VIH et la syphilis, le dépistage se fera par une prise de sang. Pour les autres infections sexuellement transmissibles, ça va pouvoir être par analyse d'urine ou par auto-prélèvement au niveau vaginal ou anal. Ces dépistages sont gratuits dans les CEGID et lorsqu'on fait le CEGID se déplace hors les murs. Et il est également gratuit pour les moins de 26 ans en laboratoire d'analyse médicale. Et concernant les préservatifs, que faut-il savoir en 2024 ? La première chose à savoir, c'est que une étude a récemment montré qu'on note un recul de son utilisation, ce qui peut correspondre parallèlement à l'augmentation des IST dont on a parlé au début, que les préservatifs sont de plusieurs types, ils peuvent être masculins comme la plupart des personnes le savent, mais il existe aussi des préservatifs féminins qui peuvent être utilisés. Et il est possible de se faire rembourser sa boîte de préservatifs par l'assurance maladie si on a une ordonnance pour ces préservatifs. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et on peut aller en pharmacie l'acheter avec sa carte vitale comme n'importe quel médicament. Ils sont de plus complètement gratuits pour les moins de 26 ans. Et que peut-on dire sur les vaccins ? Alors globalement, le premier vaccin le plus important, c'est la vaccination contre HPV. Il faut savoir qu'il a une autorisation de mise sur le marché jusqu'à 45 ans, même s'il est recommandé chez les filles jusqu'à 19 ans et chez les garçons jusqu'à 26 ans, alors avec un petit on va dire jeu de langage, c'est-à-dire pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et on va dire que lorsqu'on va vous vacciner, on va pas vous poser la question sur vos types de rapports. Donc globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un risque de rencontrer HPV qui est de l'ordre de 80% dans sa vie. Donc c'est pour ça que cette vaccination doit être largement diffusée et que l'objectif de couverture vaccinale doit être d'au moins 80%. Et donc résultat, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, finalement, on peut être un peu plus exposé à HPV. Donc si vraiment une femme qui a dépassé les 19 ans souhaite se faire vacciner, à mon avis, il faut qu'elle le fasse. Malheureusement, au-delà de 19 ans, le remboursement n'est pas systématique et donc le vaccin sera à sa charge. Alors, à savoir quand même que cette recommandation, on espère que dans les mois à venir, on pourra vacciner également les femmes jusqu'à l'âge de 26 ans. Si on vaccine tôt, c'est-à-dire idéalement entre 11 et 14 ans, c'est qu'on sait que c'est un vaccin qui est d'autant plus efficace qu'on le réalise avant le début de sa vie sexuelle et notamment avant 17 ans. Il est extrêmement efficace pour prévenir le cancer du col de l'utérus et les verrues génitales. Il est également extrêmement sûr et on sait aussi que lorsqu'on vaccine entre 11 et 14 ans, la réponse immunitaire est extrêmement durable et que cette protection va durer. L'autre vaccination importante, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Émilie disait qu'elle était obligatoire. Elle est obligatoire effectivement pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018, mais elle fait partie du calendrier vaccinal, elle est recommandée pour la population générale. Alors effectivement, les gens qui ne sont pas encore vaccinés contre l'hépatite B, c'est important de le réaliser. Alors il y a également un vaccin qui peut être proposé notamment chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes qui ont de multipartenaires, c'est le vaccin contre l'hépatite A qui doit être assez systématiquement proposé.
Enfin, concernant le Mpox, on dispose effectivement d'un vaccin qui est un vaccin contre la variole qui est atténué. Il est recommandé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ayant des partenaires multiples, les travailleurs du sexe et les personnes qui travaillent dans des lieux de rencontre depuis l'épidémie de 2022. Les personnes qui ont été vaccinées en 2022 sont appelées à réaliser une injection de rappel après 3 ans de la vaccination. Cette vaccination est disponible dans des centres de vaccination spécifiques, essentiellement les CEGID et les centres de santé sexuelle. Et la prophylaxie pré-exposition, qu'est-ce que cela signifie? Donc la prophylaxie pré-exposition, qu'on appelle PrEP, qu'on va continuer à appeler PrEP, c'est un comprimé à prendre soit tous les jours, soit dans un schéma qu'on appelle à la demande, qui permet en fait de prévenir l'infection par le VIH en cas de prise de risque fréquente et répétée. Elle a prouvé son efficacité pour réduire les nouvelles infections par le VIH chez les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes de façon multipartenaire. Et elle est de plus en plus utilisée et très bien acceptée dans cette population-là. Elle peut aussi être utilisée dans le cadre de travailleurs du sexe ou de femmes transgenres. Et elle est aussi intéressante pour les personnes qui sont au sein d'un couple qu'on appelle sérodiscordant, c'est-à-dire l'un des deux partenaires est infecté par le VIH et l'autre partenaire peut bénéficier de la PrEP pour ne pas s'infecter. On peut aussi la proposer aux personnes qui sont usagers de drogues intraveineuses et qui sont exposées eux aussi à un risque important d'infection par le VIH. Bien que le niveau de preuve chez cette population soit moindre. En pratique, tout médecin généraliste est habilité à prescrire la PrEP, même s'ils ne se sont pas tous formés. Donc vous pouvez premièrement demander à votre médecin généraliste s'il la prescrit, et sinon aller dans un centre type CEGID ou consulter un infectiologue si vous êtes intéressé par la PrEP. C'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un comprimé qui contient 2 molécules actives contre le VIH qui sont sur le marché depuis des années et sur lequel on a un recul important en termes d'efficacité. Et il y a tous les 3 mois un rendez-vous pour vérifier que le traitement est bien toléré et l'absence d'infections sexuellement transmissibles autres. Dans les mois à venir, très probablement qu'il y aura aussi des nouvelles propositions de type de PrEP, avec possiblement de la PrEP par voie injectable à espacer de plusieurs mois. Et on espère même voir un jour arriver une PrEP un peu révolutionnaire, c'est-à-dire une injection tous les 6 mois pour pouvoir prévenir le VIH, dont les résultats ont été publiés au Congrès mondial du VIH cet été, avec des résultats extrêmement encourageants. Et qu'est-ce que le TPE? Alors le TPE, c'est traitement post-exposition. Finalement, c'est un traitement antirétroviral qui est pris après une prise de risque. Donc en clair, si vous avez eu un rapport sexuel non protégé, il faut consulter dans un délai de 48 heures soit un CEGID, soit un service d'urgence. Un médecin appréciera le risque ou non de transmission du VIH en cas de rapport sexuel non protégé. Et si on considère qu'il y a un risque de transmission potentielle, un traitement vous sera prescrit pour une durée totale de 30 jours. Et l'objectif, on vous surveillera ensuite pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'infection par le VIH. C'est un traitement extrêmement efficace. Donc ce qu'il faut retenir, c'est j'ai pris un risque, j'ai eu un rapport sexuel non protégé, je consulte parce que je peux bénéficier d'un traitement préventif extrêmement efficace. Et le TASP? Donc le TASP, ça signifie Treatment as Prevention, et en fait ça représente le fait que toute personne qui est infectée par le VIH aujourd'hui en 2024 doit bénéficier d'un traitement efficace qui va lui permettre de rendre ce qu'on appelle sa charge virale indétectable. Qu'est-ce que c'est la charge virale indétectable? C'est la mesure dans le sang lors d'une prise de sang du virus qui circule. Et si la charge virale est indétectable, eh bien ça signifie que la personne ne peut pas transmettre le VIH au moment où on lui a fait la prise de sang, au moment où elle est indétectable. Si la personne prend bien son traitement, eh bien cette personne va rester indétectable tout le long de son traitement et donc intransmissible tout le long de son traitement. Sous réserve bien sûr que le traitement soit pris correctement. C'est très important parce que ça permet de notamment enlever le préservatif dans les couples qui sont sérodiscordants
parce que on est sûr à 100% que la personne ne va pas transmettre le VIH si elle est indétectable. Et donc c'est un moyen de prévention très important et un moyen aussi de diminuer la stigmatisation des personnes infectées par le VIH qui parfois peuvent être dans des situations compliquées vis-à-vis de leur vie sexuelle. De plus, le fait d'avoir des traitements aussi efficaces contre le VIH qui permettent d'avoir une espérance de vie similaire à la population générale doivent diminuer la peur liée à l'infection par le VIH et encourager les gens à se faire dépister régulièrement, puisqu'une infection qui est traitée tôt va être une infection qui sera bien traitée et qui va permettre à la personne de vivre en bonne santé tout le long de sa vie, malgré l'infection par le VIH, et sous réserve qu'elle prenne correctement son traitement, sachant qu'aujourd'hui, en 2024, il y a plein de modalités de traitement. Donc il y a les traitements qu'on prend par voie orale quotidiennement, un comprimé par jour, mais il y a aussi des traitements injectables qui permettent d'oublier que l'on est infecté. Bien sûr, il ne faut pas oublier de prévenir l'infection et de se protéger et se faire dépister correctement pour éviter d'être infecté. Une autre chose importante à savoir, c'est que il y a plus de risques d'infection par le VIH quand on a une autre infection sexuellement transmissible associée. Et donc, se traiter de son gonocoque, de sa syphilis, permet aussi de réduire le risque d'être infecté par le VIH. Faut juste aussi ajouter que tout à l'heure, Émilie vous a parlé de la PrEP dans les couples sérodiscordants. En fait, aujourd'hui, on a aussi tellement de moyens efficaces de réduire la charge virale rapidement que globalement, on est finalement peu amené à prescrire cette PrEP chez les couples sérodiscordants. La priorité, c'est vraiment le traitement de la personne infectée. Et j'ajouterais quand même que le VIH, bien que le pronostic soit bon quand on est traité tôt et qu'on risque pas de transmettre, ça reste une maladie chronique. Un peu, on pourrait faire le parallèle avec une pathologie comme l'hypertension artérielle. Et donc, ça signifie aussi qu'on va prendre un traitement toute sa vie et c'est parfois un petit peu lourd. Donc, c'est une raison de plus pour essayer d'éviter tout ça. Merci. Et où peut-on retrouver finalement toutes ces informations ? Alors, Santé publique France a développé 3 sites internet qui semblent intéressants. Un site qui est destiné plutôt aux adolescents, onsexprime.fr. Un site destiné à la population générale et qui aborde toutes les questions autour de la sexualité et qui s'appelle questionsexualité.fr. Et enfin, un dernier site qui s'appelle sexosafe.fr qui est plutôt destiné aux hommes qui ont des relations sexuelles entre hommes et éventuellement plutôt multipartenaires. Bien entendu, il y a aussi des tas d'associations qui s'intéressent à la promotion de la santé sexuelle. Alors, je vais pas pouvoir toutes les citer, mais ici, vous avez l'ENIPS, AIDS, le planning familial et bien entendu, en cas de problème particulier de nécessité de dépistage, le CEGID est à votre entière disposition pour pouvoir faire du dépistage, mais également de l'information autour des infections sexuellement transmissibles. Et je terminerai ce point en disant que la sexualité doit être source de plaisir et de bien-être, et à mon sens, c'est une raison de plus pour se protéger.